Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Youssef Indy. Karl Brochu n'étant pas disponible aujourd'hui, c'est moi qui animerai l'émission. Alors, Youssef Indy est membre du Strategica et il a écrit de nombreux livres, dont l'un dont je vous recommande la lecture, qui est La mystique de la laïcité. Il intervient aujourd'hui pour présenter son nouveau livre, entre autres, pour présenter son nouveau livre et discuter du thème qui est la guerre de l'Amérique contre l'Europe, les États-Unis contre l'Europe. Et donc, je vais le laisser, dans un premier temps, se présenter lui-même. Hein, et ensuite, bien, nous entamerons une discussion sur ce thème, hein, la guerre des États-Unis contre l'Europe. Youssef Indy, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça faisait longtemps qu'on souhaitait vous avoir sur notre plateau. Et donc, je vais tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout de suite, je vais vous laisser d'abord vous présenter vous-même. Hein, ce sera mieux. Nous sommes déjà rencontrés hein, avec justement Jean-Michel Vernochet, qui est un habitué de nos plateaux. Mais voilà, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour choisir, dans votre biographie qui est quand même assez étoffée maintenant, les points qui vous paraissent importants de développer. Alors, je m'appelle Youssef Indy, je suis franco-marocain, né au Maroc, j'ai grandi en France. Dans le domaine de mes productions, j'ai écrit donc 10 livres, le tout dernier est là, que vous avez mentionné. La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État aux éditions Strategica. Il est paru début mai 2023, donc cette année. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages. Le premier, je me suis fait connaître avec le tout premier livre qui a pour titre Occident Islam, tome 1, sources et genèse messianique du sionisme, comme son titre l'indique, sur les origines messianiques du sionisme. Vous avez mentionné aussi la mystique de la laïcité. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des idées. Je suis chercheur indépendant, donc l'histoire des idées, l'histoire du messianisme et de ses implications, de ses mutations et de ses différents prolongements, de ses différentes hypostases que sont les idéologies modernes. J'ai beaucoup écrit sur les questions de géopolitique. Les États-Unis, de nombreux articles de géopolitique des États-Unis, de la Russie, du Proche-Orient, de l'Iran, d'Israël, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé sur la géopolitique du sionisme. Voilà. Donc, mes domaines sont histoire des idées, histoire des religions, géopolitique et politologie. Il y a un certain nombre d'articles de prospective. Très bien, alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de messianisme. Nous avons reçu ici un certain nombre d'intervenants qui précisément nous alertaient sur le fait que même si notre émission, c'est une émission de géopolitique hein, dure, il y avait des aspects, effectivement, on ne peut pas le nier, messianiques dans la conduite de la géopolitique unipolaire mondialiste, et en particulier à travers ce que le général de la Ward rappelle régulièrement, les néoconservateurs. Et cette espèce de consanguinité, hein, que moi, en tout cas, moi je considère qu'il y a une consanguinité entre les néoconservateurs et justement un certain lobby qui est très, très puissant, très actif aux États-Unis. Et c'est vrai que j'ai identifié, moi, quelque chose que j'appelle le judéo-protestantisme, puisque le protestantisme est, de mon point de vue, vétérotestamentaire. Hein. Il a renié les préceptes du Christ. Et donc, est-ce que vous pouvez commenter cet aspect de la question pour commencer ?
Oui, alors c'est un aspect que je traite dès le début de mon livre, en remontant en fait à l'Angleterre du XVIe siècle, qui, dans un premier temps, largue les amarres, se sépare de l'Europe, se sépare de Rome, de l'Église de Rome en 1534, sous l'impulsion en fait, du ministre principal d'Henri VIII, qui était Thomas Cromwell, qui était l'oncle d'un ancêtre d'Olivier Cromwell, qui fera la fameuse révolution un siècle plus tard, plus d'un siècle plus tard. Puis le règne d'Élisabeth Ier dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et durant cette période, des, euh, des, euh, des bouleversements se passent en Angleterre. Bon, comme je l'ai dit, Thomas Cromwell coupe les liens avec Rome. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous le règne d'Élisabeth, euh, est adopté le calvinisme. Le passage d'une vie terrestre à une vie maritime est largement entamé, notamment avec la Compagnie des Indes à laquelle la reine accorde des privilèges tout particuliers, et la proximité avec le judaïsme des élites anglaises, à commencer par la reine elle-même, d'ailleurs, qui avait un, un médecin anglais qui inspirera le Shylock de Shakespeare. Puis, puis au XVIIe siècle, la tendance continue et s'aggrave avec notamment, comme je l'ai dit, Olivier Cromwell, qui autorise de façon officielle, parce qu'ils étaient toujours présents de façon officieuse, les Juifs à revenir en Angleterre, dont ils avaient été expulsés en 1290. Et c'est les fameux échanges épistolaires entre Ménassé ben Israël, qui est le chef de la communauté juive d'Amsterdam, donc aux Pays-Bas, et qui donc à la tête de cette communauté qui est intrinsèquement liée au grand commerce et à la finance. Donc Cromwell autorise le retour de la communauté juive en Angleterre, et là il y a une sorte de symbiose qui s'installe, euh, avec, qui est fondée sur différents piliers. Donc, le calvinisme, qui est très proche du judaïsme, notamment pour deux raisons principales. C'est que le calvinisme est une religion euh, destinée à la bourgeoisie, donc aux commerçants et aux financiers, très inspirée en fait du judaïsme, qui est aussi en partie, pas seulement, il ne faut pas réduire le judaïsme à cela, mais le judaïsme est en grande partie une religion, disons, de l'argent, pour faire vite, avec une codification déjà dans la Bible hébraïque, plus encore dans le Talmud, codification économique, commerciale, financière, avec des rabbins, des maîtres du Talmud qui sont eux-mêmes des grands hommes d'affaires. Donc il y a une symbiose religieuse, donc idéologique, et une symbiose dans le sens qui est accentuée parce que l'Angleterre devient ce que j'appelle un hégémon, donc un hégémon, pas un empire. Un hégémon, je fais la distinction dans mon livre entre l'empire, qui est fondamentalement terrestre, et l'hégémon, du grec hégémon, qui est fondamentalement thalassocratique. Donc l'Angleterre opère sa mutation, devient carrément une océanocratie commerçante, donc qui va disons, lier ses grandes conquêtes à l'accaparement au commerce, essentiellement, ce qui n'est pas le cas des empires traditionnels. Et l'anthropologie anglaise, disons, a des points communs avec l'anthropologie, disons, juive, c'est-à-dire inégalitaire, d'où l'adoption du calvinisme, qui est une religion inégalitaire, et mobile, la mobilité. La mobilité, c'est un aspect très important chez les Anglais, parce que, contrairement à ce que croyaient certains penseurs et analystes, c'est l'anthropologie anglaise qui va précéder le libéralisme et le développement industriel, et non pas le contraire. Ce n'est pas le libéralisme et l'industrie qui vont influer sur la culture anglaise. Parce que, par exemple, en 1500 déjà, donc on a à cheval entre le 14e et le 15e siècle, vous avez une paysannerie anglaise avec des individus extrêmement mobiles.
c'est-à-dire que les garçons, dès qu'ils atteignent la puberté, sont expulsés du foyer et vont travailler ailleurs. Il n'y a pas cet attachement à la terre et à la filiation. Et en 1500, vous avez plus de terres qui sont vendues en Angleterre que de terres héritées. Donc vous avez un peuple qui est déjà extrêmement mobile et qui a une prédisposition anthropologique pour se jeter à la mer, disons. Là, c'est un point commun avec les communautés juives qui, elles, sont très mobiles, mais pas individualistes. C'est une mobilité communautaire. Et contrairement aux Anglais, les Juifs, eux, ont un attachement, pas à la terre, puisqu'ils n'ont pas de terre, mais grâce à la Torah, qui est une nation portative, un attachement à la filiation. Donc, dans leur esprit, ils sont descendants directs des Hébreux. Mais malgré ces différences, les attaches vont se faire et vont se renforcer. C'est pour ça qu'on peut parler effectivement, d'ailleurs, vous l'avez dit, et je le fais dans ce livre-là depuis un certain nombre d'années, je parle de judéo-protestantisme. Alors c'est intéressant, ça, parce que le judéo-calvinisme sera même plus approprié. Moi, je fais remonter un peu plus loin parce que vous savez forcément que ce sont des pirates vikings qui ont conquis l'Angleterre en 1066. Enfin, ils avaient déjà débarqué à Lindisfarne auparavant, mais ils ont réellement pris l'Angleterre à la bataille d'Hastings en 1066. Or, ces gens-là, précisément, sont des gens qui sont déracinés. L'Angleterre est une île, donc elle a une tendance naturelle à la thalassocratie, enfin, disons, et les pirates vikings sont des nomades aquatiques. Hein, c'est un nomadisme permanent et toute leur histoire est fondée sur la mobilité. Le Danemark avait il s'agit essentiellement de Danois, le Danemark avait une particularité, c'est qu'il permettait de fermer la mer Baltique. Les Danois se sont emparés du sud de la Suède très tôt, d'ailleurs c'est ce qui a obligé les Suédois à descendre vers la Pologne et à travers la Pologne vers la Méditerranée pour commercer avec notamment Venise, hein, et puis ensuite Byzance, la route des Varégaux grecs, hein, pour rejoindre la route de la soie précisément, qui débouchait en Phénicie, enfin dans le croissant fertile dont l'épicentre est la Phénicie. Et donc, et on voit, pour appuyer ce que vous venez de dire, on voit que effectivement, au XVIe, XVIIe siècle, on voit se développer une piraterie élisabéthaine, je pense que vous allez en parler, hein, qui a inspiré notamment l'un des alors il y a Francis Drake, il y a Martin Frobisher, qui est le fondateur de la Bourse de Londres quand même, ce sont des gens qui ont rempli les caisses de la couronne d'Angleterre, et on voit se développer notamment avec alors l'idée maîtresse, hein, de Walter Raleigh qui disait donc qui tient les océans, tient le commerce mondial, tient le commerce mondial, voilà, tient les richesses mondiales et qui contrôle voilà, les richesses mondiales, contrôle le monde. Voilà, donc je vous laisse rebondir là-dessus. On pourrait parler aussi de la théorie de Mackinder, hein, mais je pense que vous allez nous en parler. Voilà. Alors il y a énormément de sujets à aborder. On va essayer d'accélérer dans l'histoire, oui, pour en arriver à la période actuelle. Parce que pourquoi je parle de l'Angleterre? Pourquoi là on parle de l'Angleterre? Parce que c'est la matrice des États-Unis. Il y a un transfert, disons, de pouvoir, notamment durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, transfert de pouvoir de l'Angleterre en tant qu'océanocratie aux États-Unis. Et ceux qui débarquent en Amérique sont des calvinistes, des puritains, ce qu'on appelle les pères pèlerins, et qui se considèrent, eux, comme le peuple élu. Ils considèrent l'Atlantique comme la nouvelle mer Rouge, ils considèrent l'Amérique comme la nouvelle Terre Sainte, et même plus que la Terre Sainte, ils la considèrent même comme l'Éden. D'où les controverses à la Renaissance sur la nature même des Indiens. Est-ce que ce sont des humains? Est-ce que ce sont des êtres humains pré-adamiques? Donc il y a toute une série de controverses. Et les protestants et les catholiques divergent fondamentalement sur la question. Il n'y a qu'à voir le nombre d'Indiens qui demeurent en Amérique du Sud, catholiques, et le nombre d'Indiens qui restent en Amérique dominée par les anglo-saxons. Donc, ils ont été exterminés, d'ailleurs, sur le modèle de la Bible hébraïque, étant donné qu'ils se considéraient comme le nouveau peuple hébreu, et l'Amérique comme la nouvelle terre promise, eh bien, ils ont considéré les Indiens comme les nouveaux Cananéens à exterminer.
Et alors, il y a quand même dans l'histoire américaine, il y a cette dualité. Il y a la dualité entre ce qui va devenir ensuite l'isolationnisme et l'hyper-interventionnisme. C'est une dualité qui a un fondement religieux. Parce que ceux qui arrivent en Amérique et qui s'installent en Amérique veulent couper les ponts, en fait, avec le vieux continent, couper les ponts avec l'Angleterre. Ils ne veulent pas se mêler des affaires européennes, qui est en fait considérées un peu comme impures, disons, et ne veulent pas que les Européens se mêlent des affaires américaines. Donc au XIXe siècle, vous avez dans les années 1830, 1820, 1830, donc l'isolationnisme qui émerge donc, en tant que, que théorie politique. Donc l'isolationnisme, c'est une théorie en fait assez simple qui considère que les États-Unis ont leur espace, leur hémisphère, et que personne ne doit interférer, entrer dans cet hémisphère pour s'occuper de ses affaires. L'hémisphère, hein, c'est l'Amérique du Nord en fait et du Sud. Et puis à la fin du 19e siècle, avec Theodore Roosevelt et bien plus encore avec Wilson, on a un basculement. C'est-à-dire qu'on passe de l'isolationnisme, la séparation du pur et de l'impur, en fait, le mal et le bien, l'Éden terrestre et le monde où le mal s'est répandu, à un hyper-interventionnisme qui a un fondement religieux messianique. C'est-à-dire que c'est une nation, disons, d'élus qui devient une nation messianique avec une mission pour le reste du monde. D'ailleurs, Wilson le dit. Il dit que la mission que Dieu a donnée à l'Amérique, c'est de sauver le monde et de lui apporter le libéralisme. Donc le libéralisme est de ce point de vue une idéologie religieuse, un messianisme, tout comme le communisme, disons. Donc, et c'est ainsi qu'on peut comprendre l'attitude des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Mais il y a d'autres aspects hein, que je ne vais pas développer ici, mais que je développe assez longuement dans le livre, et l'antagonisme interne aux États-Unis. L'antagonisme, là, par exemple, entre un Trump isolationniste, qui appartient en fait, à cette longue tradition américaine, et l'autre tradition messianique, hyper interventionniste, qui se mêle des affaires du monde entier, en réalité. Donc il y a cette double dimension-là importante dans le messianisme américain. C'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait parler, parce que les gens ont du mal à comprendre comment il y a pu y avoir entre des gens qui finalement se disaient chrétiens, qui étaient certes devenus anglicans et qui avaient effectivement qui était une démarche vétérotestamentaire, ils ont du mal à comprendre comment il y a pu y avoir cette symbiose ensuite avec des Israélites qui venaient d'ailleurs. Alors, il y a évidemment une explication à ça, c'est l'histoire des Maranes, hein, donc expulsés d'Espagne, et qui ont rejoint les Provinces Unies, hein, les Pays-Bas espagnols, et qui ont fait sécession avec l'aide de l'Angleterre. Et alors, ça peut être intéressant de savoir si justement il n'y avait pas un intérêt là-dedans. Bon, il y avait évidemment un antagonisme géopolitique et surtout économique entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, l'Espagne qui avait découvert le Nouveau Monde, et l'Angleterre qui pillait les galions espagnols, hein, au retour avec l'or des Incas. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est, enfin, de développer, à mon avis, hein, c'est comment on a pu avoir aux Pays-Bas, et ensuite, avec, vous vous souvenez, hein, le fait que le statut d'heure de Hollande, Guillaume III d'Orange, après la bataille de la Boyne, hein, l'amiral de Reuters, qui avait réussi à détruire la flotte britannique au mouillage, donc comment s'est fait cette symbiose entre précisément plutôt des Maranes et des Anglicans. Alors, c'est une longue histoire, il faut remonter à la réforme protestante et même avant la réforme protestante. Parce que les tentatives de rapprochement entre le monde juif, ou plutôt une partie du monde juif, et le monde du christianisme est très ancien. Si on prend simplement quelques exemples au
au Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge. J'ai écrit sur le sujet. On a par exemple un rabbin kabbaliste très important du XIIIe siècle qui s'appelle Abraham Aboulafia, dont les élèves et le cercle auquel il appartient fait déjà des tentatives de rapprochement avec des chrétiens, des catholiques, notamment avec le développement d'une Kabbale chrétienne. Le début de la Kabbale chrétienne, c'est le XIIIe siècle. Donc il y a des rapprochements entre Abraham Aboulafia et des cercles franciscains, même millénaristes, parce que le millénarisme est antérieur au protestantisme. Et la tentative la plus, je dirais, la plus spectaculaire, ça a été entre 1525 et 1532 de deux personnages mystérieux, mais très intéressants, qui s'appellent David Reiveni et Solomon Molko, qui sont tous les deux des rabbins kabbalistes, qui se rapprochent de l'Église, qui se rapprochent d'un certain nombre de prélats, même d'un cardinal, le cardinal Giulio, et le pape Clément VII, si ma mémoire est bonne, et ils veulent en fait entraîner la papauté, tout comme le Portugal, le roi Jean III du Portugal, dans une guerre contre l'Empire ottoman et restaurer le foyer national, enfin, restaurer le royaume d'Israël. Ils vont même jusqu'à rencontrer l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le fameux, j'ai oublié son nom, Charles Quint. Charles Quint, voilà, Charles Quint. Et Charles Quint met un terme à leur épopée en envoyant Révuni dans un cachot où il meurt en Espagne et Solomon Molko sur un bûcher en Italie. Tout ça pour dire que la tentative de rapprochement avec le christianisme est très ancien et d'abord une volonté d'une partie du judaïsme, notamment messianique, alors que du côté chrétien, la volonté, l'objectif, c'est de les convertir au christianisme. Puis, il y a l'avènement du protestantisme, avec Luther, qui, dans un premier temps, est tout à fait favorable aux Juifs. Il écrit dans certains de ses textes qu'il préfère très largement les Juifs aux catholiques, au pape, qu'il considère comme des corrompus, et il va même jusqu'à considérer le pape comme un antéchrist. Et les Juifs, de leur côté, voient Martin Luther et sa réforme d'un très bon œil. Oui, c'est une opportunité, oui. Bien sûr, et même au-delà de cela, ils ont une interprétation eschatologique à l'époque de l'avènement de Martin Luther, parce qu'ils se disent, ça y est, c'est le début de la fin de l'Église. Donc après Luther, Luther devient antisémite à la fin de sa vie, anti-juif radical. Pourquoi ? Parce que lui aussi, dans une démarche traditionnelle chrétienne, avait tendu la main aux Juifs et voulait les convertir. Parce que lui, il pensait que les Juifs ne s'étaient pas convertis au christianisme parce que Rome les a dégoûtés du christianisme. En fait, il se rend compte que ce n'est pas tout à fait cela. Il devient un anti-juif radical à la fin de sa vie. Et puis, dans le même siècle, il y a Calvin, dont la réforme est beaucoup plus proche du judaïsme, pour la raison énumérée tout à l'heure. Et donc, dans cette région du monde germanique, puis donc il y a la Suède qui devient luthérienne, vous avez les Pays-Bas qui deviennent protestants, et dans cette région-là, notamment la Hollande, etc., on a l'émergence, germanique, hein, l'émergence d'un millénarisme messianique protestant fanatique. Et au XVIIe siècle, vous avez là vraiment un rapprochement entre certains millénaristes protestants et les juifs. Alors vous avez des théologiens protestants qui écrivent des textes où ils appellent à se soumettre au peuple juif, que la rédemption du peuple juif est proche. Et d'ailleurs, quand Ménassé ben Israël échange avec Olivier Cromwell, il y a une dimension religieuse d'accomplissement messianique qu'on retrouve dans leurs échanges épistolaires, parce que lui-même, quand il faisait sa révolution, Olivier Cromwell, il se considérait comme un prophète.
et qu'il était en train d'accomplir les prophéties bibliques. Et un des arguments de Ménassé ben Israël envers Olivier Cromwell, c'était de dire la rédemption n'adviendra que lorsque les Juifs, d'après les prophéties bibliques, se seront installés dans toutes les nations de la terre. Il dit, or, on a été expulsés d'Angleterre, et pour faire advenir en fait les temps messianiques, nous devons revenir en Angleterre. Donc Olivier Cromwell y croit parce que c'est un fanatique religieux. Donc c'est dans cette période-là, 16e, 17e siècle, que véritablement naît ce judéo-protestantisme. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai écrit mon premier livre sur les origines messianiques du sionisme, c'est que j'ai vu des thèses intéressantes passer disant que, étant donné que les Juifs il y a une interdiction pour les Juifs dans le Talmud de retourner en Terre Sainte, eh bien, ce sont en fait les chrétiens, les protestants millénaristes qui, pour hâter le retour du Christ, ont voulu rapatrier le peuple juif en Terre Sainte. J'ai montré dans mon premier livre qu'en réalité, c'était une idée qui était issue du messianisme juif, kabbalistique, et qui a pénétré les milieux protestants millénaristes. Ils l'ont repris à leur compte. Du coup, les protestants millénaristes ont tendu naturellement la main aux Juifs. C'est d'ailleurs le cas jusqu'à nos jours avec les chrétiens évangéliques sionistes en Amérique, qui pensent que si Israël est refondé, donc aujourd'hui le grand Israël, eh bien le Christ reviendra et les Juifs se convertiront. Parce qu'il y a aussi cette idée-là. Oui, il y a un double, absolument, il y a deux entrées qui se rejoignent. Oui, tout à fait. Alors, voilà. C'est intéressant parce que, je souhaitais effectivement qu'on aborde ce sujet, parce que je sais que vous l'avez traité, que c'est intéressant que nos auditeurs se penchent sur ces questions. Mais il y a un autre aspect qui est parallèle, à mon avis, enfin qui est parallèle, non, qui est lié, parce que vous savez que nous, on fait surtout de la géopolitique, et que en géopolitique, on traite les questions économiques. Or, si on lit Max Weber, par exemple, ou Schumpeter, on s'aperçoit, mais surtout Max Weber, on s'aperçoit que la révolution industrielle, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, a été facilitée par l'adoption du protestantisme et la disparition des interdits qui frappaient le prêt à intérêt, sans lesquels donc il n'y avait pas de possibilité de mettre en place un système bancaire qui permettrait de financer la révolution industrielle. Et donc là, on voit qu'il y a un élément essentiel, et c'est probablement là que se fait le lien, à mon avis, mais vous pouvez le développer ou contester, entre précisément cet aspect messianique, cet aspect, et le libéralisme, c'est-à-dire une doctrine économique, clairement. Donc, moi, je pense il y a un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, mais je suis persuadé que vous l'allez aborder, c'est le problème de la prédestination. La prédestination qui est liée, alors plus à l'aspect, donc c'était l'aspect théologique, qui, vous savez, que chez les chrétiens, on assure son salut par ses œuvres ici-bas, alors que la prédestination, alors que vous avez parlé de l'inégalitarisme, très important, on a la grâce ou on l'a pas. Et donc, si on a la grâce, c'est un signe d'élection divine. Et donc, alors ça débouche sur la fameuse destinée manifeste, et que donc on n'est pas tenu de faire quelque effort que ce soit ici-bas. Et on peut tuer père et mère. Si on réussit dans la vie, c'est un signe d'élection divine. Et donc, on est prédestiné. Alors, c'est intéressant parce que la prédestination, elle remonte très loin. On la trouve dans un certain nombre d'autres doctrines. Et d'ailleurs, les protestants revendiquent une filiation directe avec les premiers chrétiens qui passe par cet aspect. Vous avez donc le manichéisme, le bogomilisme, vous avez ensuite le bulgare, ensuite vous avez le catharisme, ensuite vous avez les vaudois, et puis après vous avez les hussites, et ensuite vous avez les protestants. Donc il y a effectivement, c'est pas moi qui le dis, c'est les protestants eux-mêmes qui revendiquent cette filiation. Donc voilà deux aspects qui me paraissent peut-être là présentés dans le désordre. La prédestination, qui est quand même une caractéristique essentielle à mon avis
de la pensée, judéo-protestante. Et puis les aspects géopolitiques et notamment le rapport à l'argent. Hein. Le rapport à l'argent, on sait que les chrétiens ont fustigé hein, le rapport à l'argent, notamment parce que le fait que le Christ avait chassé les marchands du temple. Hein. Alors, quand on dit ça, on nous accuse, alors évidemment, de judéophobie. J'évite de parler d'antisémitisme parce que d'abord, c'est une distinction de type linguistique. Et donc, les Arabes sont des sémites, hein, ils ont les langues de la Phénicie, hein, ils ont les mêmes langues, l'araméen ancien ou l'hébreu, etc., l'arabe et l'hébreu. Bon, et donc, on voit que le Christ, qui était réputé non violent, la seule fois où il s'est mis en colère, c'est quand il a chassé les marchands du temple. Alors, je rappelle quand même qu'il est lui-même juif, qui se réclame du judaïsme, et que, même si effectivement, le christianisme s'est construit en opposition, sinon, alors ça aussi on me l'a reproché, hein, on m'a reproché d'avoir dit sur cette chaîne que le christianisme s'était construit en opposition avec le judaïsme. Si c'était la même chose, si le judaïsme et le christianisme c'est la même chose, ben, il n'y aurait pas de religion, hein, c'est vite réglé comme problème. Et donc, le Christ était juif et chasse des marchands juifs d'un temple juif. Hein, je le rappelle ici parce que sinon on va encore me faire des reproches. Et donc, c'est intéressant parce que je pense que ça a été un élément clé pour les pères fondateurs de l'Église pour donc fustiger l'usure, hein, condamner l'usure et prendre. Et si vous regardez bien, finalement, après la réforme, on voit apparaître après la réforme donc la révolution industrielle, qui en fait commencera en Angleterre précisément parce que Henri VIII et effectivement ses ministres le poussent à se séparer de Rome. Mais si vous regardez bien, les nations qui ont fait la révolution industrielle, plus exactement les nations qui ont raté le virage de la révolution industrielle sont les grandes nations catholiques, l'Espagne, la France et l'Italie, en Europe. Hein. Donc, pour moi, la carte du marchand, elle correspond à une certaine carte, effectivement, théologique. Et on voit qu'au contraire, les nations qui ont fait la révolution industrielle, c'était les cités hanséatiques, principalement, les grandes cités marchandes du Nord. Donc voilà, je vous laisse rebondir hein, sur cette approche. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Alors, on a d'une part dans le judaïsme le concept de peuple élu. Et donc, c'est assez proche de la prédestination, puisque si vous êtes élu, vous êtes prédestiné à régner sur le monde. Hein. C'est ce qu'on lit par exemple dans le Deutéronome, chapitre 28, dans ce qu'on appelle le Deutéro-Ésaïe, c'est-à-dire la seconde partie du livre d'Ésaïe, qui n'est pas d'Ésaïe, et qui est le prolongement du Deutéronome. Il est question de pré-intérêt. Dans le chapitre 28 du Deutéronome, il est écrit « Si tu obéis aux lois de Yahvé, ton Dieu, il t'élèvera et ne t'abaissera pas, tu seras toujours à la tête et pas à la queue, tu prêteras de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. » Oui, le prêt à intérêt, tu es condamné, c'est chapitre 23, verset 20, voilà. Tu ne prêteras pas à intérêt à ton propre frère. Voilà, mais au non-juif, à celui qui n'est pas ton frère, voilà, on peut prêter au goïm. Tu pourras prêter à intérêt. Ouais, les gentils. C'est ce que dit la Bible hébraïque, puis ce que dira le Talmud plus tard. Donc ça, la prédestination et le peuple élu, le concept de peuple élu sont liés. Chez Calvin, on va retrouver la même idée. C'est-à-dire que on a la grâce déjà chez Luther, il y a le concept de grâce, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et chez Calvin, il y a une dimension économique à cette grâce, parce que un des signes de cette grâce, c'est l'enrichissement. Comme je l'ai dit, Calvin est, disons, entre guillemets, le prophète de la bourgeoisie. Comme plus tard, Marx sera, on va dire, le prophète du prolétariat. Mais en fait, il va donner à la bourgeoisie marchande et financière une sorte d'appareil théologique qui va lui servir d'armature et qui va faire en fait de la bourgeoisie une sorte de classe messie. Donc, si vous réussissez dans les affaires,
c'est que vous avez la grâce et que Dieu vous aime. Donc c'est la double prédestination calviniste. Et donc, c'est profondément inégalitaire. Alors, il n'y a pas la dimension raciale dans le calvinisme initialement, mais chez les Anglais, tout comme chez les Allemands d'ailleurs, la dimension raciale n'est pas d'origine religieuse, elle est d'origine anthropologique, mais elle va être aggravée par la religion. Par exemple, en Allemagne, le catholicisme a perduré dans les zones où les structures anthropologiques sont plus égalitaires. Et le protestantisme va se développer dans les zones plutôt inégalitaires. Et les Anglais ont une structure familiale, comme l'expliquait déjà Alan McFarlane, qui était l'examinateur de thèse d'Emmanuel Todd. Donc Emmanuel Todd va reprendre cette thèse-là et il va l'élargir au monde entier, c'est-à-dire le lien entre structure familiale et structure idéologique. Donc les Anglais sont le peuple idéal pour le calvinisme, à la fois inégalitaire, très plastique, donc doué pour le commerce et l'aventure. Vous avez cité Walter Halleck tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est l'aventure, l'aventure maritime, c'est les corsaires, etc. C'est le développement de tout ça. Et puis cette mentalité typique du viking, hein, qui est quelqu'un qui est capable de quitter ses rivages sur une coque de noix, parce qu'un drakkar, si vous avez déjà vu, c'est tout petit. Hein, il faut emporter de l'eau douce, et puis après, il faut se nourrir de poissons, etc. C'est quand même pas évident. Et on a comme objectif l'horizon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. Quoi, hein. Et on nous parle des Vikings qui ont réussi à trouver le Groenland, mais on ne nous parlera jamais de tous ceux qui ont péri en mer, qui ont complètement disparu corréliens. Donc il faut une détermination profonde déjà, hein, donc une volonté farouche, et ce sont des gens qui sont offshore. Tout à fait. De mentalité sont offshore. Tout à fait. Alors, tout en recherchant toujours l'espace vital, hein, enfin une terre promise, excusez-moi. Bon, et de même que le concept de race supérieure, il est hérité, le concept de peuple élu est antérieur chronologiquement, la chronologie c'est une science exacte, au concept de race supérieure. Je vous laisse. Tout à fait. Dans mon livre, d'ailleurs, j'ai un sous-chapitre que j'ai appelé l'Amérique un hégémon offshore. C'est tout. Voilà, quand l'Amérique devient un hégémon offshore, c'est tout à fait cela. Mais vous avez mentionné Weber, donc c'est la religion protestante et l'éthique protestante et la religion protestante et l'éthique du capitalisme. Et il y a un autre auteur que Weber connaît, qui se citait, se critiquait mutuellement, qui n'est pas forcément toujours en opposition, c'est Werner Sombart, c'est les Juifs et la vie économique. Et dans ce livre-là, il met en évidence que ce qui va structurer en fait l'espèce de théologie économique de Calvin, et en fait c'est le Talmud, c'est la Bible hébraïque et le Talmud, qui sont quasiment parfois littéralement repris. Et d'ailleurs, l'idée qu'on est aimé par Dieu parce qu'on est riche, c'est quelque chose que va reprendre Calvin, mais qui était déjà dans le judaïsme, qu'on trouve dans la Bible hébraïque, comme je l'ai mentionné, et dans le Talmud. Donc il y a effectivement une osmose idéologique, osmose religieuse, une osmose dans le domaine de l'éthique, disons, entre le calvinisme et le judaïsme, et ça va donner ce que j'appelle l'hégémonisme anglo-américain et judéo-protestant. C'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'il y a une communion de pensée. Alors, c'est intéressant parce que ce que vous dites là est factuel, tout simplement factuel, hein, on ne peut pas en sortir, hein, ce sont des faits. Alors moi, j'étais un peu attaqué à ce sujet. Hein, ce qui est normal. Hein, oui, c'est normal. Bon, un article de Sam Harper, bon, qui n'a pas été trop lu, mais que les gens, quand on clique sur Radio Infocité, on tombe dessus. Et donc, ça permet de d'effaroucher d'éventuels auditeurs qui voudraient s'intéresser à ce que nous faisons. Mais voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est phénoménologique, c'est factuel, c'est phénoménologique, c'est de l'histoire et c'est l'étude d'un phénomène. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur, même si on n'est pas obligé d'adhérer, bien sûr. Hein, moi, je n'adhère pas, mais ce sont des faits. Voilà, je vous laisse poursuivre. Donc, on parlait par exemple là,
Max Weber, mais on n'a jamais soupçonné Weber d'antisémitisme quand, par exemple, il met en évidence des statistiques. Il prend une ville d'Allemagne, et puis il reprend des statistiques tout à fait officielles sur le niveau de revenu en fonction de la religion. Vous avez les catholiques, je crois, les protestants et les juifs. Dans le classement, en premier, vous avez les juifs, ensuite les protestants, puis les catholiques. Bon, aujourd'hui, on dirait c'est de l'antisémitisme. En réalité, c'est simplement un travail de sociologue fondé sur de la statistique. De même que Werner Sombart, il ne me semble pas que Werner Sombart était particulièrement attaqué ou traité d'antisémite. D'ailleurs, il y a un autre livre qui est d'Abraham Léon, qui est juif. D'ailleurs, Weber aussi est d'origine juive, qui est beaucoup plus... C'est la conception matérialiste du judaïsme, où en fait, il s'attaque un peu à Werner Sombart, mais son livre est extrêmement virulent. Donc, on n'invente rien quand on dit cela. Ce sont des faits, il y a un certain nombre d'études dessus. Simplement, aujourd'hui, c'est un domaine qui est évité par les sociologues et les chercheurs. Donc, quand vous faites partie d'une poignée de chercheurs travaillant sur ces sujets-là, vous êtes immédiatement stigmatisé, alors qu'en fait, on se situe modestement dans la lignée des Weber, des Sombart, des Abraham et bien d'autres. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Enfin, si vous voyez des choses à ajouter, je suis. Alors on n'a pas fait le tour, donc moi je renvoie les. On a fait le tour de la partie. Voilà, la partie théologique, voilà. Voilà. Et bon, comme vous savez que notre émission a quand même pour le fil conducteur la géopolitique dure, hein, et en particulier donc dans le contexte actuel, puisque le contexte actuel est quand même très intéressant, hein, une lutte vraiment à mort entre deux conceptions, une conception thalassocratique et une conception tellurocratique, continentale, sédentaire, enracinée, contre cette conception du monde liquide qui, lui, est extrêmement mobile, nomade, donc, et offshore, hein, déraciné, offshore, apatride. Donc, et là, on voit que donc deux systèmes économiques s'opposent. L'un où on vit par la charrue, c'est-à-dire on vit de son travail, en fait, hein, donc c'est là qu'est la légitimité, puis l'autre où on vit par l'épée, c'est-à-dire le pillage. Hein, pour moi, je considère que l'OTAN, c'est la batte de baseball des encaisseurs mafieux du saloon de Wall Street. Donc le mensonge, hein, l'escroquerie, le pillage virtuel de l'économie réelle. Et donc, faudrait, si vous pouvez nous aider à faire le lien entre ces deux parties, la partie donc effectivement proprement théologique et messianique, et la partie plus géoéconomique. Et voilà, merci. Alors, toute la première partie de mon livre est consacrée à cela, c'est-à-dire à la guerre économique que mènent les États-Unis contre l'Europe. Alors, pour revenir aux États-Unis, les États-Unis, comme je dis, c'est pas noir ou blanc. Par exemple, aujourd'hui, les États-Unis sont vus à raison comme le centre de la finance mondiale, donc la haute finance, ce que j'appelle l'économie fictive, qui phagocyte l'économie réelle. Mais il ne faut pas oublier que l'Amérique a été une grande puissance industrielle, notamment grâce à la très forte immigration allemande. On en parle peu, mais il y a une très forte immigration allemande en Amérique, ce qui a permis, parce que les Allemands très rapidement ont connu un taux d'alphabétisme élevé, le luthérianisme et l'imprimerie n'y sont pas pour rien, et un développement industriel, ce sont des industrieux puissants qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la puissance américaine. Ça, c'est pas négligeable. Oui, pour nos auditeurs, on peut rappeler que le choix de la langue anglaise s'est joué à deux voix, c'est-à-dire que ça aurait pu être l'allemand aux États-Unis. Voilà, donc il y a eu un développement industriel très, très important, mais dans le même temps, vous avez donc à la fois cette
des industrieux, des gens qui sont dans l'économie réelle aux États-Unis, et d'autres, on va dire des judéo-calvinistes, qui, eux, sont dans la finance et dans l'économie fictive, qui phagocytent l'économie réelle. C'est ce qui a produit notamment la crise de 29, la crise de 1929, ce qui a ensuite conduit dans les années 30, dans ces 33, au Glass-Steagall Act, c'est-à-dire la loi qui sépare les banques d'affaires et les banques de dépôt pour que les unes ne phagocytent pas les autres. Et vous avez eu, dans les années 80, 70-80, un néolibéralisme qui s'est instauré et qui a recommencé ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire économie fictive qui phagocyte l'économie réelle. Donc vous avez une destruction économique progressive aux États-Unis, aggravée par le système de libre-échange qui consiste à délocaliser les usines des États-Unis, du monde occidental plus généralement, vers le monde asiatique notamment, où la main-d'œuvre est moins chère. Donc on est toujours dans le court-termisme, faire un maximum d'argent en un minimum de temps, ce qui a conduit à la désindustrialisation des États-Unis et à une balance commerciale de plus en plus négative. À partir des années 90, vous avez une balance commerciale négative de plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Là, on est en ce moment, dans la décennie qui s'est écoulée, entre 500 et 900 milliards de déficit. Mais ça pose un gros problème, notamment à l'Europe, parce que cette idéologie néolibérale et cette haute finance phagocytent aussi l'économie européenne. Mais si on reste sur l'analyse de la guerre économique des États-Unis contre l'Europe, on ne peut comprendre cette guerre interétatique économique que si on analyse, comme je le fais dans le livre, cette guerre civile intra-étatique à l'échelle occidentale, cette guerre civile qui oppose l'économie fictive et l'économie réelle. Et l'économie fictive, plus elle phagocyte, plus elle dévore l'économie réelle, et plus l'économie des nations se rétracte, ce qui est logique, ce qui est le cas pour les États-Unis. Mais plus l'économie américaine se rétracte, et plus l'État américain devient agressif et va chercher des richesses, va chercher piller des richesses, y compris chez ses vassaux. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, on est dans un système qui est globalement mortifère, qui nuit aux États-Unis, qui nuit à l'Europe et qui nuit d'autant plus à l'Europe que les États-Unis, qui ont une armée sur laquelle est adossé le dollar, qu'ils utilisent pour aller piller aux quatre coins du globe, et notamment, aujourd'hui on le voit avec les sanctions, l'Europe. C'est de la piraterie viking, hein. Ça n'a pas changé, il n'y a rien de... D'un point de vue anthropologique, il n'y a absolument aucune différence. Hein. Bien sûr. C'est une mentalité spécifique qui Tout à fait. consiste à... Alors, c'est la prédation comme modèle économique, comme j'explique. Absolument. Alors c'est intéressant parce que j'ai tendance, tout récemment, dans ma famille, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, bien sûr, comme dans toutes les familles. Et je me suis opposé à l'un de mes beaux-frères à qui je disais, mais voilà, vous nous avez parlé constamment de démocratie. Et puis en fait, la démocratie, théoriquement, c'est le pouvoir du peuple, hein, ce peuple a tout ce pouvoir. Et alors il me répond avec un mépris, c'est un bobo de base, hein, qui vit à Neuilly. Et il me répond comme ça, mais c'est quoi le peuple? Vous voyez, c'est quoi le peuple? C'est-à-dire que ces gens qui nous ont rabâché le mot démocratie pendant des années, des décennies, sans arrêt pour fustiger notre pseudo système, pour fustiger notamment le nationalisme, hein, le souverainisme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en fait. Hein. Parce que qui dit démocratie dit peuple, et qui dit peuple dit peuple souverain. Si le peuple n'est pas souverain, il n'y a pas de démocratie. Et donc je lui dis, je lui ai répondu, moi je définis ça comme le peuple des esclaves, en fait, parce qu'il y a, je pense, dans l'humanité, il y a deux tendances. Hein. Le combat de l'humanité, c'est le combat des soumis, des esclaves contre leur maître. Et il n'y a que deux cas. Le cas de l'esclave qui veut se libérer de la tyrannie. C'est d'ailleurs comme ça qu'est née la démocratie à Athènes. Hein. L'ennemi, c'était la tyrannie.
et celui qui, au contraire, a réussi à se libérer et qui veut rester libre, qui ne veut pas retomber dans la tyrannie. Donc voilà, c'est les deux cas qui peuvent se produire. Or, nous sommes actuellement dans ce que vous venez de décrire, hein, la prédation, etc., le fait de délocaliser, parce que l'esclavage actuellement, il a deux formes modernes, hein, qui sont toutes les deux fondées sur la mobilité. La mobilité de la main-d'œuvre, là, c'est l'immigration, et la mobilité de l'entreprise, c'est la délocalisation. Et à chaque fois, on voit bien qu'il s'agit d'utiliser la misère, soit du pays qui fournit la main-d'œuvre, soit du pays chez qui on s'installe pour exploiter la main-d'œuvre. Donc on voit bien que, et ça, c'est vraiment de la prédation au sens, et ça repose sur la mobilité. Donc je vous laisse rebondir là-dessus, parce que je pense que les gens n'arrivent pas à intégrer cette notion et à comprendre qu'en réalité, de même qu'aux États-Unis, hein, ça aussi c'est très important. Vous l'avez suggéré, mais je pense qu'il faudra insister. Quand on parle de l'Amérique, c'est un problème sémantique parce qu'on met dans le même panier des populations qui souffrent du libéralisme, l'essentiel de la population américaine. Pour 335 millions d'habitants, vous avez 110 millions de pauvres, mais pauvres. Hein, ils n'ont pas d'assédique chez eux, hein, ils n'ont pas de sécu, ils n'ont rien. De même que les Russes ont été les premières victimes du communisme, eh bien, je pense que les Américains, le peuple américain est la première victime du libéralisme. Donc, c'est deux aspects sur lesquels je souhaiterais que vous réagissiez, si vous voulez bien. En fait, là, pour prendre simplement le monde occidental, les peuples occidentaux sont menacés de destruction, non pas par la Russie ou par la Chine ou je ne sais qui, mais par l'oligarchie occidentale. Cette oligarchie judéo-protestante qui a aussi intégré, bien sûr, une oligarchie qui n'est ni juive ni protestante, mais qui est européenne, continentale. Et c'est une guerre à mort. C'est-à-dire qu'on est dans un cas de figure très particulier où vous avez une oligarchie qui considère que, comme le dit Harari, qui est le conseiller israélien de Klaus Schwab, qui parle des dieux, c'est-à-dire les membres de l'oligarchie, le haut de la société, et le reste, les inutiles. Alors, nous sommes inutiles de leur point de vue, parce que, ils ont délocalisé la production dans des pays plus pauvres, donc des esclaves utiles, disons, et nous, on est inutiles dans la mesure où ils peuvent très largement nous remplacer par des robots. Absolument. Voilà. Absolument. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que j'ai assisté, enfin, j'ai eu droit, quand j'étais à Chisinau, hein, où d'ailleurs notre ami Pierre-Antoine Plaquevent était présent d'ailleurs. Moi, j'étais en 2019, vous étiez. Oui. Nous, on a fait les deux premiers, c'est nous qui avons lancé avec Yuri Rochka le forum de Chisinau. Et donc, le deuxième forum de Chisinau, il y avait un Anglais qui était là, c'était Chris Paul. Et il se trouve que je n'ai pas trop d'accent quand je parle anglais, hein, parce que j'ai une tante américaine, d'origine russe d'ailleurs, c'est elle qui m'a appris l'anglais quand j'avais 10 ans. Et donc, il n'a pas détecté le fait que j'étais français. Et il m'a pris pour l'un des siens et il m'a fait cette remarque. Il m'a dit, mon jeune ami, vous n'avez rien compris. Nous n'avons plus besoin d'esclaves parce que nous avons des robots. Et il a poursuivi. Le lendemain, Yann Myrdal, qui avait assisté à la conversation, c'était dans la table ronde d'Aria Dugina, où était présente sa maman, qui était à côté de Chris Paul au moment où il s'est exprimé, pendant le lunch. Et donc, il m'avait dit, il y a un certain nombre on n'a plus besoin d'esclaves. Et Yann Myrdal, le lendemain, a dit, je suis sidéré de voir qu'aujourd'hui, on peut débrancher un être humain. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. On a pu assister avec la crise Covid au paroxysme de cette conception. Et donc, étant donné qu'on est inutile et qu'ils peuvent nous remplacer, on devient un problème, un ennemi à abattre. Et en fait, c'est dans mon précédent ouvrage, Covidisme et Messianisme, où je fais le parallèle avec le monde aztèque, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient le sacrifice de masse, 20 à 100 000 personnes par an, parce que c'est ce qu'appelait Georges Bataille, la consommation de la part maudite, c'est-à-dire un surplus d'hommes et d'énergie et de richesse inutile, mais surtout un surplus d'hommes qui sont inemployables et qui deviennent dangereux pour le système, pour les tenants du système dans la situation actuelle. Donc il faut s'en débarrasser. D'où l'idéologie et la religion verte, écologiste, où en fait on nous dit vous ne devez pas vous reproduire parce que
les nourrissons produisent tant de tonnes de carbone par an, cela met en danger la Terre, donc on doit réduire la population mondiale. Vous avez des organisations liées à l'ONU, de façon tout à fait officielle, qui disent, voilà, d'ici 2050, nous devons réduire de tant de milliards. Oui, il faudrait être 500, il faudrait être un demi-milliard d'hommes. Oui. Voilà. Donc il y en a qui disent 2 milliards, d'autres qui disent 3 milliards, d'autres qui disent 500 millions. Mais l'idée est là. L'idée est que, est la suivante, cette oligarchie, donc les Klaus Schwab, les Harari, etc., et les autres, sont obsédés par la réduction de la population mondiale, notamment la réduction de la population occidentale, parce que, un, ils les considèrent comme des inutiles sur le plan économique, sur le plan technique, et deuxièmement, ils les considèrent comme un ennemi dangereux qui les met en danger directement. D'où la condamnation immédiate des mouvements comme les Gilets jaunes, en fait, qui met en danger leur pouvoir, hein, tout simplement, parce que c'est oui, bien sûr. le pouvoir qui est en jeu. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une des thèses que je développe dans mon livre, c'est, je dis que soit nous disparaissons tous, quand je dis disparaissons, c'est les différentes catégories sociales productrices, ceux qui produisent, pas les parasites de l'économie fictive, ou les multinationales. Les laboratoires de Dumézil. Voilà. Et là, on a affaire en fait à des parasites, même des multinationales qui produisent ailleurs, qui vendent ici, qui payent leurs impôts encore ailleurs, etc. Et je dis que maintenant, même les catégories supérieures vont être concernées par cette guerre. Parce qu'au début, c'était le prolétariat, ensuite les classes moyennes, et là, c'est carrément des industriels et des commerçants de haut niveau. Alors, ça m'a fait sourire hier, parce que j'ai écouté une interview de Michel-Édouard Leclerc, qui disait en substance cela, qui disait, en fait, l'inflation, elle est produite artificiellement par, je cite, la communauté financière. Donc, quand je parle dans mon livre de guerre du monde de la finance contre l'économie réelle et que je dis que toutes les catégories de l'économie réelle, du plus bas au plus haut, c'est-à-dire le patron de PME, PMI, comme Leclerc, le patron de grande distribution, bah, lui aussi va être touché. Tout le monde est impacté. Et bien sûr, parce que lui, Leclerc, ses clients, c'est qui? C'est les catégories populaires et les classes moyennes. Si vous détruisez les classes populaires et les classes moyennes... Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je me souviens d'avoir une discussion à ce sujet avec Jean-Michel Vernochet. Jean-Michel Vernochet disait, le parasite, c'est génétique, le parasite se suicide parce qu'il tue son hôte. C'est génétique. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais s'il tue son hôte, il peut finir par mourir. Il change d'autre. Alors il peut, oui. Il peut aller en Chine. Voilà, alors, oui, alors c'est intéressant parce que je vous ai envoyé un texte que vous avez certainement eu le temps de lire, hein, sur donc, la part britannique, hein, la HSBC, hein, les deux, je vous ai envoyé deux vidéos commentées, dans lesquelles justement j'insiste sur le fait que la HSBC, qui a été donc la banque de la mondialisation, hein, parce que c'est intéressant de savoir quel est le rôle des Anglais dans la crise, notamment la crise militaire actuelle, parce qu'on s'aperçoit qu'ils étaient présents dès la Révolution orange. L'amiral Dufour l'a confirmé dans une interview qu'il a donnée à Alain Juillet dans Open Box, mais il me l'avait dit il y a maintenant plus de 2 ans. Il m'avait dit, Pierre, non, ce ne sont pas les Américains qui sont à la manœuvre, ce sont les Anglais. Et donc, dans ce commentaire, je précisais que du jour au lendemain, la finance offshore peut très bien, qui a jeté l'ancre dans la Tamise ou dans l'Hudson, pour jeter l'ancre, hein, c'est provisoire, peut très bien aller s'amarrer, la nef de la finance mondiale peut très bien aller s'amarrer à Hong Kong ou à Auckland, hein, peu importe, hein, mais en Asie-Pacifique. Donc ça, c'est intéressant, hein, de savoir. Et savoir aussi, moi je pose la question depuis un moment, si les Anglais sont pas une fois de plus à la manœuvre en sous-main, parce qu'on parle toujours des Américains, alors c'est important de bien faire la différence entre le peuple américain et son oligarchie, ce que vous faites très bien, et ça me paraît essentiel, parce que le peuple américain est finalement victime, hein, mais savoir également
parce qu'il y a un problème sémantique. On dit les Américains, on dit les États-Unis, mais en Oui, c'est réalité, comme quand on dit les Allemands, on ne dit pas chacun voilà, des Allemands. Et même bien quand on sûr. dit les Juifs, ça ne veut pas dire tous les Juifs. Voilà. On Tout à fait, n'essentialise jamais. absolument. Mais bon, Absolument, absolument. oui, il faut Très, dire très. tel Allemand, tel Américain, tel Juif, tel judéo-protestant. Oui, ben voilà, mais alors On peut pas. c'est un peu difficile, On peut effectivement. pas. Donc on est un peu Ouais. piégé par ça, oui, c'est vrai. C'est comme Et c'est quand on très. parle d'une équipe de foot, quand on dit les Italiens ou les Allemands, on parle pas de, c'est pas tout le peuple italien qui est sur le terrain de foot. Ben voilà, c'est Voilà, pareil. ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et puis au sein de l'équipe, il y a Zidane et il y a les autres, hein. Il y a Voilà, Ronaldo, puis il y a les autres, hein. c'est ça. Donc tout à fait, tout à fait. Il y a C'est une très l'entraîneur et bonne, puis il y a le propriétaire aussi. voilà, c'est une très bonne métaphore, très très bonne métaphore, excellent. Donc voilà, j'aimerais que vous insistiez là-dessus parce que effectivement, pour l'instant, ces gens-là sont amarrés dans la Tamise et dans l'Hudson, mais ils sont réellement offshore. Et donc, ils sont insaisissables. Pour eux, ce qui est existentiel, c'est la monnaie. Alors ça, c'est très important. Hein, la prédominance de la monnaie, c'était la livre sterling qui était détrônée par le Reichsmark. Quand le Reichsmark s'est adossé alors sous l'impulsion de Gerson Schröder, hein, le ministre des Finances de Bismarck. Et là, les Anglais étaient à la manœuvre. Ce sont les Anglais qui ont voulu la Première Guerre mondiale. Ils n'apparaissent jamais. Quand on m'a appris, moi, dans mon enfance, à l'école, hein, les causes de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas un Anglais dans l'histoire. Alors qu'en réalité, ce qui vraiment les indisposait, c'était l'émergence d'une puissance continentale qui était industrielle, alors que Oui, eux, ils avaient perdu leur hégémonie, et en plus, qui avait mis en place le Nord Stream de l'époque, hein, qui était le Bagdad Bank, qui permettait de ravitailler l'Allemagne avec du pétrole du Moyen-Orient, et qui en plus avait une marine qui fonctionnait au diesel, alors que la marine anglaise fonctionnait encore à la vapeur. Donc, effectivement, et nous, Français, nous avons été un instrument parce qu'on voulait récupérer l'Alsace-Lorraine. On a instrumenté les Serbes, qui ont instrumenté les Russes, et les Anglais n'apparaissent jamais. Alors justement, je pose la question parce que on voit que, d'ailleurs, notre ministre de la Défense, Monsieur Lecornu, Sébastien Lecornu, ses vœux en 2023, les vœux à l'armée française en 1903, depuis le Liban, répond à Rochebain sur LCI, et lui dit « Mais il y a des Anglais dans l'armée ukrainienne depuis 10 ans. On est premier jour de 2023. » Donc c'est avant même le Maïdan, c'est 2 ans avant le Maïdan. D'accord ? Donc c'est intéressant, j'aimerais bien connaître votre opinion sur ce sujet, parce que je pense que ça... En fait, tout ça est lié, en fait. On voit que tous ces éléments, parce que c'est multifactoriel. On a parlé du messianisme, on a parlé... Et donc j'aimerais bien que vous alliez plus avant. En fait, il faut remonter au 19e siècle, parce que pourquoi les Anglais sont aujourd'hui en pointe dans la guerre contre la Russie? Souvenez-vous, les affaires, vous savez, les affaires Skripal, les affaires d'espions, des doubles, triples espions russes, voilà, et qui étaient systématiquement assassinés avec un poison que seuls les Russes utilisent. Et les Anglais étaient en pointe dans cette propagande anti-russe. Même, je crois, déjà avant le Maïdan. Hein, oui, tout à fait. Ça commence. En fait, l'antagonisme anglo-russe, il remonte à la prise de la Crimée par Catherine II, la reprise de la Crimée. C'est le 19e siècle. Les Ottomans, c'est des Tataro-Mongols, il faut quand même le rappeler. Ils viennent de l'autre extrémité du continent eurasiatique. Hein. Donc, c'est une reprise de la Crimée par Catherine II et son général, le général Potemkin. Et là, vous avez immédiatement, ça c'est Robert Stoker qui cite ça, qui est... que nous saluons, Robert Stoker, qui fait excellent travail. Tout à fait. Et donc Robert Stoker, qui est une sommité dans ces domaines. Une bibliothèque ambulante. Qui cite un rapport des services de William Pitt, le jeune, hein, qui était Premier ministre de l'Angleterre à ce moment-là, et qui s'inquiète du Russian Armament. Il s'agit de Russian Naval Armament, et qui voit arriver les Russes d'abord en Crimée, puis à Kherson et à Odessa, et qui se dit ils vont prendre le Bosphore, et donc ils vont passer en Méditerranée. Or, c'est 1774, hein, le traité de Kutchuk-Karnagi, qui solde le sort de la Crimée par rapport à l'Empire ottoman, et donc ils anticipent le fait que, alors au moment où, en 1776, 2 ans plus tard, vous avez la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est-à-dire que au moment où les Anglais perdent leurs 13 colonies, ils sont obligés de recentrer leur commerce sur l'océan Indien, où ils y étaient déjà, parce que la compagnie que vous avez citée, la British India Company, qui date de 1600, elle a été créée en 1600. Oui. Et
une compagnie extrêmement puissante qui, entre 1757 et 1758, disposait d'un budget de 14 millions de livres, et qui avait une armée supérieure, hein, des Marines, hein, des embarqués, supérieure à l'armée britannique. Hein, 250 000 hommes. Donc, c'était considérable. Quand on voit le film Les Trois Lanciers du Bengale, quand vous lisez Kim, hein, de Rudyard Kipling, hein, et, qui fait référence au grand jeu, hein, oui, c'est une expression qui vient d'un officier qui s'appelait Connolly, je crois, du 6e lancier, qui sont des gens embarqués et qui sont à la solde de la Compagnie des Indes. Il faut quand même le rappeler. Donc, c'est ce qui inquiète les Anglais. Hein, et donc, l'antagonisme anglo-russe, il date de cette époque-là, empêcher les Russes d'accéder aux mers chaudes et de concurrencer la supériorité britannique sur son itinéraire, donc il passait par la Méditerranée et la mer Rouge, puisque les Hollandais tenaient le cap et que, surtout, ça raccourcissait le trajet. Et ensuite, la prise de la Chine, hein, par les guerres de l'opium, où donc il y a vraiment le commerce britannique se mondialise à ce moment-là. Donc le conflit ne remonte pas à 2022, il ne remonte pas à 2014, et il ne remonte même pas à 2004, c'est-à-dire la Révolution orange, qui est, si vous voulez, la partie émergée de l'iceberg en quelque sorte. C'est la révolution au sens qualitatif, hein, mais il y a une partie quantitative, si je me réfère à Marx, hein, de montée de l'antithèse, et puis qui va exploser à un moment avec le saut qualitatif. Eh bien, la Révolution orange, c'est un saut qualitatif, mais ça correspond à une mutation qui est beaucoup plus ancienne, hein, qui est sous-jacente, qui est souterraine, et je pense qu'on peut... je vous laisse... Oui, alors, depuis le 19e siècle, vous savez, il y a eu un Premier ministre anglais, dont le nom m'échappe à l'instant. Non, pas avant même d'Israéli, c'est en 1850, après une crise ministérielle, qui déclare quels que soient nos problèmes et nos antagonismes avec la France, ce que nous devons surveiller, c'est la Russie et sa possible alliance avec les autres puissances continentales, en pensant à l'Allemagne. Donc en fait, quand dans la première moitié du XXe siècle, dans les années 20, des gens comme Karl Haushofer et puis Carl Schmitt développent leur théorie, notamment de grand espace et d'alliance des puissances continentales. C'est en fait en réaction à cette volonté anglaise d'abord, puis anglo-américaine, d'enserrer en fait le grand continent. En fait, oui, la théorie du Dreamland de Spikeman. Voilà, et même avant Spikeman, Mackinder qui parlait de l'île-monde. Voilà. Le cœur de l'île-monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avant même Mackinder théorise, mais avant Mackinder, c'était déjà en cours d'application. Quand ce Premier ministre britannique dit qu'il faut empêcher les alliances des puissances continentales, c'est quoi? Donc c'est encercler, c'est la technique de l'anaconda, encercler, étouffer et briser les os. Et en fait, quand on dit briser les os dans le domaine géopolitique, ça veut dire concasser les États, les faire éclater. Donc en fait, faire éclater l'Europe, faire éclater la Russie en 12 États, comme c'est le projet actuellement. Et donc lui, Haushofer, il écrit dans un de ses textes, mais nous ne faisons qu'élaborer une stratégie que pour en réaction. Action-réaction. Non, il dit non, on n'invente rien. Toute notre stratégie, elle est élaborée en contre. Absolument. Alors, si je peux me permettre très rapidement, nous sommes dans un cas tout à fait caractéristique de déni. C'est-à-dire que Napoléon disait tout change sauf la géographie, il avait raison. En fait, il y a une réalité qui s'impose à nous, il y a un continent eurasiatique. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, si vous parlez de Mackinder, c'est un géographe qui disait la majorité de la planète, c'est de l'eau. Donc, les terres émergées sont des îles. Et donc, il y avait l'île-monde, l'île principale, etc. Donc, en fait, les Anglais sont parfaitement conscients de cette réalité, mais ils sont dans le déni.
C'est-à-dire que, alors qu'ils devraient s'y adapter, s'y conformer, et puis à la limite, pourquoi pas faire un commerce paisible avec les nations continentales, ils ont, parce qu'ils sont dans cet état d'esprit d'hégémon, là on revient au messianisme, parce qu'ils sont dans cet état d'esprit, ils ont besoin de dominer, et donc ils sont dans le déni d'une existence, d'une réalité géographique qui construit les mentalités des peuples. Alors, je vous laisse commenter. Oui, alors ils sont dans le déni de la réalité géographique et politique, donc ils veulent, je dirais pas le déni, je dirais qu'ils veulent faire disparaître, transformer la réalité. Voilà. Et or, les puissances continentales ont en fait un avantage sur ces puissances maritimes, c'est qu'elles sont chez elles. Et qu'au bout d'un moment, le problème se règle à domicile. Donc, ils ont essayé de briser la Russie, ils n'ont pas réussi. La Chine s'est relevée. Ce qu'ils ont réussi à faire, par contre, les Américains, c'est, comme l'expliquait Schmitt, c'est d'intégrer l'Europe à leur grand espace. Et de ce fait, l'Europe n'a plus de politique propre, et pire que cela, elle est devenue une tête de pont, comme disait Mackinder, une tête de pont vers et contre la Russie. Donc en fait, sans l'attache continentale, en fait c'est ça, c'est que ces puissances thalassocratiques, sans le vieux continent, elles ne pourraient rien faire. Si oui, les richesses sont chez nous. Oui. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut que les anti-russes, etc., comprennent, c'est que ce que les Américains sont en train de faire aujourd'hui à l'Europe, c'est-à-dire la dépecer, parce que là, je précise, ce que je rapporte dans mon livre, c'est qu'ils ont détruit les gazoducs, ils ont imposé des sanctions économiques, et ensuite, ils ont envoyé des émissaires pour pousser les industriels allemands et européens à délocaliser en Amérique. En Amérique, tout à fait. Ils ont détruit l'économie allemande en coupant l'énergie, en coupant le gaz, et voilà. Ce qui attire les industriels allemands. Et bientôt, vous verrez, ils vont nous vendre des voitures thermiques, après nous avoir poussé à la voiture électrique, quand on va s'apercevoir que la voiture électrique, ça ne marche pas. Ils vont dire, nous, on a des voitures thermiques, et nous, on n'en aura plus. Et ils vont nous vendre des voitures allemandes fabriquées aux États-Unis. Oui, sans doute, c'est bien leur genre. Et donc, ce que les gens doivent bien comprendre, c'est qu'une fois qu'ils en auront terminé avec l'Europe, quand ils auront fini de la dépecer, parce que qu'est-ce qu'ils volent à l'Europe? L'Europe n'a pas de ressources pétrolières, gazières, etc. Par contre, ils ont des ressources technologiques, industrielles et intellectuelles qu'ils pillent, qu'ils sont en train de piller. Voilà. Et ce qu'ils veulent maintenant, enfin dans un second temps, c'est piller les ressources russes. D'ailleurs, Condoleezza Rice l'avait déclaré au début des années 2000, elle dit « Il est injuste que les Russes occupent un pays aussi grand et aussi riche. En fait, ils veulent partager. » En fait, on découvre tout d'un coup, les Américains sont devenus des communistes, mais ils ne veulent pas partager ce qu'ils ont, ils veulent partager ce que les autres ont en réalité. Donc, en fait, les puissances continentales sont dans le même bateau. La situation européenne ressemble beaucoup à la situation russe. Simplement, les Russes réagissent. Donc, la guerre en Ukraine n'est rien d'autre qu'une réaction des Russes qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas se laisser. Oui, en fait, c'est une guerre, d'ailleurs. Vous avez très bien résumé, c'est une guerre en Ukraine. Ce n'est pas une guerre de l'Ukraine contre la Russie ou de la Russie contre l'Ukraine. L'Ukraine sert de champ de bataille et les Ukrainiens de chair à canon dans un conflit qui oppose une oligarchie financière offshore qui pille les richesses de la planète, à des gens qui finalement veulent rester chez eux. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent chez vous dans votre maison, vous les chassez par la porte, ils reviennent par la fenêtre, et ils sont constamment en train de se servir dans le frigo. Ils viennent se servir dans le frigo chez vous. Ouais. Donc il faut revenir aux critères du politique, c'est-à-dire la distinction entre amis et ennemis. Aujourd'hui, quelle est la situation? Voilà, Carl Schmitt, tout à fait. Aujourd'hui, quelle est la situation? Qui est l'ami et qui est l'ennemi? Supposons que les Russes ne soient pas nos amis. D'accord, écartons les Russes. Or, on a un ennemi et c'est l'oligarchie qui est borgne, qui envoie en prison des Français, qui nous spolie, qui nous taxe, qui détruit nos emplois, etc. On est bien d'accord, donc on a bien un ennemi. Or, il se trouve que cet ennemi-là, qui nous attaque, en fait, qui veut notre mort, puisqu'ils le disent eux-mêmes, ils nous qualifient d'inutiles, il se trouve que cette même oligarchie s'attaque à la Russie.
Donc, à supposer que la Russie ne soit pas notre ami, les ennemis, voilà, les amis de, voilà. de facto, si on est si on prend le critère du politique, distinction entre amis et ennemis, l'oligarchie commet aujourd'hui une erreur, si on parle de la France ou de l'Europe plus généralement, c'est qu'ils attaquent en fait sur deux fronts. Ils déclenchent une guerre civile intérieure où ils s'opposent au peuple et une guerre extérieure. Or, comme le disait d'ailleurs Todd il y a quelques mois, entre faire la guerre aux Français et faire la guerre à la Russie, il faut choisir. On ne peut pas faire les deux en même temps. Parce que si vous attaquez à la fois les Français et les Russes, c'est que vous êtes en train de mettre les Français et les Russes dans le même camp. Voilà. Donc on en revient aux critères du politique. Donc au-delà des aspects, voilà, au-delà des aspects, on peut reprocher tout ce qu'on veut à la Russie, mais il faut rester politique. Oui, enfin, moi, quand même, il faut rappeler à nos auditeurs que la Russie n'a jamais dans l'histoire fait de tort à la France. Jamais. Oui, hein, oui. C'est bien Napoléon Ier et Napoléon III qui ont attaqué la Russie, la Bérésina et la guerre de Crimée, mais jamais la Russie n'a fait de tort à la France. Au contraire, parce qu'elle a été l'alliée de la France dans les deux conflits mondiaux, même si elle a fait défection en 1917, elle a été l'alliée de la France. Et si nous avons un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, ben, c'est grâce à la Russie, en plus soviétique. Hein, donc, voilà, donc il faut rappeler ça. Il y a un autre aspect dont on a peut-être oublié de parler, parce que j'aurais dû peut-être intervenir tout à l'heure, je voulais le faire, mais je n'ai pas voulu vous couper, c'est les composantes darwiniennes et malthusiennes de cette idéologie, alors effectivement, messianique, etc., et de cette idéologie de dépopulation, parce qu'on a oublié d'en parler, donc qui est de nature proprement oligarchique. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'inviter Pierre-Antoine Plaquevent, qui a consacré un livre entier à ce sujet. Mais dans mon livre Covidisme et Messianisme, j'évoque effectivement ce projet en m'appuyant déjà sur les travaux de Pierre-Antoine, sur la dépopulation, parce que c'est un vrai projet. Et quand on l'aborde, il faut être très prudent et utiliser des documents tout à fait officiels, ce que fait Pierre-Antoine. Mais je l'ai fait également, j'ai cité par exemple un document de l'UNFP, donc c'est une organisation sur la population et la croissance de la population mondiale liée à l'ONU. Ils ont publié un rapport en 2009 que j'ai mentionné et qui est cité par le journal Le Monde et le Washington Post, qui sont des journaux tout à fait centraux, et qui nous dit clairement, donc il rapporte le résultat de ce rapport, notamment un rapport commandé à la London School of Economics. Donc tout est connu, voilà, c'est pas du tout un complot secret, et qui dit qu'il faut réduire de plusieurs milliards la population mondiale. Or, le problème, c'est que ils nous disent il faut atteindre, je crois, 6 milliards, je crois, en 2050. Or, la croissance démographique nous dit que normalement, nous serons 9 milliards en 2050. Donc, ça veut dire que, l'article le dit dans le Monde, ça veut dire qu'il faut faire disparaître, réduire de 3 milliards. Ça veut dire minimum 3 milliards. C'est pas empêcher des naissances, c'est pas seulement empêcher des naissances, c'est réduire la population de 3 milliards. Donc, et en fait, moi je l'explique, je l'interprète, comme je l'ai dit tout à l'heure, en me fondant sur les sociétés sacrificielles, notamment aztèques, qui pratiquaient en fait le sacrifice économique. Aujourd'hui, on nous le présente, parce qu'en fait, avant, ils avaient un mythe fondateur et une religion avec un mythe qui justifiait le sacrifice. En fait, il fallait tuer des gens selon un rituel très précis, ouvrir le thorax, sortir le cœur encore battant, le présenter au soleil pour nourrir le dieu soleil, pour qu'il ne meure pas et pour que la société perdure. Oui, alors en particulier, c'était une société de type effectivement féodal, enfin féodal au sens où il y avait comment dirais-je, il y avait des laboratoresses, des gens qui travaillaient, et quand la récolte était la société, l'oligarchie aztèque prélevait, si j'ai bonne mémoire, un tiers de la récolte, mais quand la récolte était mauvaise, la quantité était la même, c'est-à-dire qu'on passait du tiers aux 3/4. Et donc, on passait d'une moyenne de 10 000 sacrifices annuels à 50 000, voire plus.
Même plus. Ça pouvait aller effectivement au-delà. Et donc, pour appeler donc la clémence des dieux et permettre, je dis ça pour nos auditeurs parce que les gens connaissent très très mal l'histoire Oui, de... mais c'était aussi de la régulation démographique. C'est-à-dire qu'en plus Absolument, de ça, absolument. ils menaient des guerres permanentes, ils faisaient des prisonniers et des esclaves qui, à terme, étaient inutilisables. Et ils devenaient, ce que Harari dit aujourd'hui, à savoir des inutiles qu'il fallait faire Faire disparaître. Et en disparaître. fait, ça correspond à l'évolution du capitalisme. C'est qu'en fait, on était, jusqu'à une période récente, dans un système capitaliste productiviste, et donc, ce qui lui correspondait, c'était la société de consommation, de production et de consommation. Or, dans le capitalisme qui est devenu essentiellement financier, Prédateur. spéculatif, prédateur et fictif, donc qui se base Oui, sur oui, oui. une richesse qui n'existe Mhm. pas, et Avec un donc pillage virtuel, un système de pillage virtuel voilà, de l'économie réelle. et de contraction et de développement technologique qui peut se passer d'une partie de la main-d'œuvre, eh bien, vous avez une population qui est en surplus, donc les inutiles, qu'il faut éliminer d'une manière ou d'une autre. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de ce surplus d'hommes inemployables? Bah, Mhm. c'est la révolte Ouais, ouais. sociale. C'est ce qui se passe actuellement, c'est la révolte sociale. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites Voilà, d'eux? absolument. C'est la guerre, c'est la Donc guerre civile. ça menace Bien sûr, directement comment, le calife, c'est ça. comment, l'hégémone, ça menace directement la classe dirigeante, on va dire, les Oui, oui, quelques... et les oligarchies locales, ouais. Voilà, Et, tout à leur, fait. et, Tout à leur, fait. leurs supplétifs et leurs employés. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Macron est obligé de vider les Champs-Élysées là, un 9 mai pour pouvoir défiler. Les ministres ne se présentent même plus devant la population parce qu'ils ne peuvent plus les voir en peinture ni dans la réalité. Donc on est vraiment dans une confrontation directe parce que la population, le peuple a compris qu'ils étaient dans une guerre. C'est pour ça d'ailleurs que Didier C'est Lallemand, Spartacus. C'est mais Spartacus. quand un préfet comme Didier Lallemand dit à une Française dans la rue qui se présente comme une gilet jaune, il lui dit nous ne sommes pas dans le même camp, donc un haut fonctionnaire, préfet dit ça, ça veut dire qu'on est dans une guerre civile. Ça veut dire qu'on est Alors, c'est en très guerre. intéressant ce que vous venez de dire, parce que moi, j'essaie de faire passer ce message. Ces gens-là sont censés, dans ce qu'ils appellent eux-mêmes la démocratie, parce qu'ils se servent d'un mot qui est vidé de son sens, hein, ces gens-là ne tiennent leur légitimité que du service du peuple. Leur raison d'être, c'est d'être au service Ouais. du peuple. Mhm. Quelle est leur légitimité sinon? Bah, alors en fait, on est dans ce que là c'est dans la deuxième partie de mon livre, je traite de ce sujet, c'est-à-dire qu'on est dans un système où l'oligarchie a privatisé l'appareil d'État. Donc en fait, l'État n'appartient plus au peuple. Il a été Absolument. privatisé. Et donc la police, dans ces conditions-là, est aussi privatisée. Et étant donné qu'on est dans une guerre civile contre l'oligarchie qui utilise l'appareil d'État contre nous, eh bien, la police, dans ce contexte-là, est devenue une milice privée, dans une guerre Absolument. privée. Dans une guerre privée. Absolument. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que c'est le cas aussi de l'armée. Vous avez des sociétés militaires privées qui se développent de façon Mmh. exponentielle. Vous avez la mésalliance atlantique. Moi, j'appelle l'OTAN, je l'appelle la mésalliance atlantique, parce que c'est une mésalliance. Vous avez fait référence tout à l'heure à la préemption de la partie occidentale de l'Eurasie, qui est englobée dans un système atlantique qui est complètement aberrant, qui n'a pas de légitimité. Je veux dire, nous sommes continentaux, eux sont du monde liquide et nous sommes du monde solide. Et donc, l'alliance entre l'Europe et les Atlantes, ce que j'appelle les Atlantes, c'est le continent qui va couler financièrement en tout cas, est une mésalliance, c'est évident. Donc on est dans ce contexte de privatisation alors de la police, de l'État et même maintenant on le voit de la guerre, qui correspond justement à ce phénomène de guerre contre les peuples, la destruction des civilisations, la destruction de... Ça, c'est à mon avis ce à quoi on assiste. Ça se passe sous nos yeux. Et ce qui est terrible, c'est que le système de propagande qui va de pair, c'est pas le quatrième pouvoir, à mon avis. Moi, j'invoque à ce sujet
ce que j'appelle le pacte du chef et du sorcier, parce que dans la tribu primitive, c'est l'histoire des laboratores, de oratores et des bellatores. Et donc là, on a donc le politique, parce que en fait, le sorcier, c'est un contre-pouvoir dans la tribu primitive. Et on retrouve, en théorie, mais s'il y a collusion entre le sorcier et le chef, ça s'exerce forcément au détriment des laboratores du peuple. Et en fait, on retrouve ça avec le prince et le clergé, et on retrouve ça aujourd'hui entre les médias et l'oligarchie. Et contrôler les médias pour l'oligarchie, c'était un point essentiel pour réussir à maintenir le peuple dans la servitude volontaire de la Boétie, hein, puisque la servitude est toujours volontaire. Je veux dire, si on ne se révolte pas, c'est de notre faute. Je ne sais pas, je vous laisse. Mais aujourd'hui, on est dans une séquence de révolte. Si on va en France, même en Europe, il y a eu les bonnets rouges en 2013, les gilets jaunes en 2018, puis il y a eu les manifestations contre le pass vaccinal et le pass sanitaire, puis il y a eu les retraites, et avant les retraites, il y avait eu le convoi des libertés au Canada et même aussi en France. Donc en fait, on est dans une séquence de révolte, de soulèvement. C'est devenu intenable, hein, il faut bien l'admettre, c'est devenu intenable, donc il est assez logique que les peuples qui sont... Là, on nous a mis le dos au mur, on a tout perdu, et donc on est dans une situation, on est des desperados, hein, ni plus ni moins. Notre nombre grossit, et oui, je vous laisse. En fait, quand vous abolissez l'état de droit, et que vous privatisez l'État, et que vous manipulez les élections, soit par la propagande médiatique, soit par des trucages, et si en plus de cela, le peuple constate qu'aucune procédure judiciaire n'aboutit contre les dirigeants qui auraient commis des crimes, eh bien, la seule issue, c'est la violence politique. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte à la violence politique, puisqu'il n'y a pas de soupape. Il n'y a plus de soupape. Plus de liberté d'expression, plus de vote qui soit utile, et un appauvrissement de masse, pas de réponse politique, pas de projet politique, et l'apparition d'un parti unique, un parti central macrono-rothschildien, qui a intégré à son parti unique la gauche et la droite mélenchonienne et Marine Le Pen. Donc, en fait, vous mettez un couvercle sur un volcan, et d'une façon ou d'une autre, ça va exploser. Et l'explosion, elle est en cours. C'est l'émergence de la violence politique. Parce que la violence politique va devenir la seule et unique solution, en fait, pour le peuple. C'est intéressant parce que, effectivement, d'abord, cette privatisation, elle est intéressante parce que je rappelle à nos auditeurs que la politique, hein, ça vient d'un terme grec qui veut dire la cité, polis, la cité, c'est l'organisation de la vie de la cité en vue du bien commun et non pas du bien privé. Donc on a inversé le sens de toute de l'existence même de l'oligarchie, de la classe dirigeante. La classe dirigeante, elle était au service du peuple, mais au service du bien commun. Au service du bien commun. Or, c'est précisément, ces gens ont confisqué, ils ont inversé hein, l'objet du mandat qui leur était confié, tout simplement. Et ils se donnent effectivement les apparences de la légitimité par le biais d'élections qui, comme vous l'avez très justement dit, sont en plus truquées. On l'a vu, hein, on n'a vu pas qu'aux États-Unis, parce que chez nous. Pas qu'aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Hein, il faut. Et alors, c'est intéressant aussi. Alors, je fais une petite parenthèse, si vous permettez. Hein, je ne veux pas être trop long, mais pour l'instant, les seules élections qui sont vraiment, vraiment, vraiment très fiables, elles se passent en Russie, puisqu'on contrôle les élections de la Russie. On envoie, on est sollicité pour envoyer des gens pour contrôler les élections en Russie. On n'a pas fait ça, ni en France, ni aux États-Unis. La popularité de Vladimir Poutine, elle n'est même pas remise en cause. Elle n'est même pas remise en question par BHL, qui admet qu'effectivement, il est très populaire. Et en fait, il le déplore. Il déplore qu'il y ait des peuples c'est ça, oui. Voilà. Mais même lui n'ose pas dire que les élections sont truquées. Voilà. Donc, ils peuvent pas, elles ont été contrôlées. Ils ne peuvent pas, elles sont hyper contrôlées. Donc, ils sont bien obligés d'admettre que Vladimir Poutine a été élu de manière démocratique par son propre peuple. En fait, c'est très simple. Si globalement votre politique va dans le sens des intérêts du peuple, après on peut bien sûr critiquer telle ou telle réforme, etc. Mais globalement,
si le niveau de vie augmente, si le taux de mortalité infantile baisse, si comment dire, l'âge euh, Ouais, l'âge c'est très... moyen Oui, oui, oui. de mort, enfin, bref, l'espérance de vie augmente, etc. Bon, Mm. c'est que les résultats sont aujourd'hui, en Occident en général, en France en particulier, ce sont des politiques qui sont menées sciemment contre les intérêts des peuples. C'est une évidence. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces réactions-là. Donc, en fait, la discussion n'est même pas là. C'est même pas le sujet, en fait. Ouais. Le sujet, Oui, mais c'est enfin, quel compte va tenu de la être le propagande. débouché. Ouais. Mhm. Non, mais là, en fait, le truc, c'est que la propagande ne tient pas quand, au bout d'un moment, vous avez une inflation à 2 chiffres, quand les gens ne peuvent plus acheter de viande. C'est la réalité, là, en France. C'est la réalité. Donc, à un moment donné, on peut raconter. C'est quand on entend Macron et son Premier ministre qui disent tranquillement que on a obtenu Bruno Le Maire, on a obtenu de bons résultats cette année en France, etc. Enfin, je veux dire, ils sont plus dans la réalité, ils sont simplement dans des Dans le discours déni, ils en sont dans la... tentaculaire. Oui, oui, tout à fait. Mais la réalité, elle est là. Et les révoltes incessantes et de plus en plus violentes viennent le montrer. Voilà, ils se heurtent au mur De la réalité. de la réalité. Tout à fait. Je pense Tout à fait. Mais, on a fait le tour, là. oui, oui, je pense. Ouais. Il ne faut pas être trop long d'ailleurs, parce que Ouais. nos auditeurs pourraient se lasser. Mais en tout cas, je vous remercie. Je suivrai votre Je vous en conseil. Hein. prie. J'ai un bon contact avec Pierre-Antoine Plagrand. Je pense que je l'inviterai sur les sujets qu'il a traités, mais qui se rejoignent. Tout est lié. Hein. Ouais, On bien l'a bien sûr, vu bien sûr. Bien dans sûr. cette émission. Je serais ravi de pouvoir vous accueillir à nouveau. Bon, je ne Avec plaisir. maîtrise pas la technique. Hein. C'est Jean-Marc Drolet qui s'en occupe et il se trouve que là en ce moment il n'était pas disponible. Mais nous essayerons de diffuser votre intervention le plus rapidement possible parce que je pense que c'est essentiel pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous pouvez nous montrer bien devant la caméra votre livre de Alors, sorte il que est les là. gens puissent... Voilà, Il est là. avancez-le encore un peu, voilà. Qu'on Voilà. puisse bien le lire. Et voilà. Et donc, où est-ce qu'on peut le trouver? Comment on peut Alors, le commander? vous pouvez le commander sur The Book Edition, le site The Book Edition. Vous pouvez aussi le commander sur les sites des libraires partenaires, la librairie de Lorient.fr, contreculture.com. Et pour ceux qui sont en région parisienne, vous pouvez le trouver à la librairie Vincent, la librairie El Bourac, La librairie dans le française, 11e, peut-être? la librairie française dans le 15e, la librairie de Lorient dans le 5e arrondissement, je crois que j'ai dit. Et voilà. Et dans certaines librairies aussi, même dans le 5e, bon, je n'ai pas la liste des librairies, mais il y a de plus en plus de librairies qui le vendent. Mais surtout, il faut privilégier les libraires partenaires que j'ai mentionnés et leur site internet. Voilà. Ah bah écoutez, vous aurez qu'à nous envoyer cette liste par mail et nous la diffuserons, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Très bien, bah, merci beaucoup. Très bien, bah écoutez, Youssef, c'était extrêmement... Voilà, c'est d'un autre niveau que Poutine est vilain. Hein. J'espère. C'est le niveau zéro. Poutine est vilain, c'est le niveau zéro de l'analyse géopolitique. Là, on est quand même très, très, très au-dessus de ce qu'on nous propose généralement sur nos médias mensonges. Hein, et donc, merci à vous d'avoir... non, j'insiste, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je ne maîtrise pas les aspects techniques et donc la date de diffusion de cette intervention, mais nous allons essayer de diffuser ça le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.